Bonjour, Esprit curieux. Bienvenue dans ce voyage au cœur de notre ère numérique. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir entouré de notifications, de vie d'autrui défilant sur votre écran et pourtant de ressentir un vide profond, une étrange solitude? Vous n'êtes pas seul à éprouver ce sentiment. En fait, c'est l'une des grandes ironies de notre époque. Aujourd'hui, nous plongeons dans une question qui nous définit en tant que société. Comment est-il possible que, étant plus connectés que jamais dans l'histoire de l'humanité, nous nous sentions de plus en plus seuls? C'est la grande paradoxe de la solitude connectée, un phénomène qui nous touche tous, même si nous n'en sommes pas toujours conscients. Pensez-y un instant. Nous avons des centaines, parfois des milliers d'amis en ligne. Nous voyons leurs vacances, leurs repas, leurs réussites, mais combien de ces connexions sont-elles réellement profondes? Combien vont au-delà d'un simple « j'aime » ou d'un commentaire superficiel? La technologie nous a promis un monde uni, mais elle semble nous avoir donné tout le contraire. La clé pour comprendre cela réside dans un concept puissant, la visibilité permanente. À l'ère numérique, nous vivons tous sur une scène. Chaque publication, chaque photo, chaque statut est une performance. Nous construisons et maintenons constamment une version idéalisée de nous-mêmes pour une audience invisible. Cette pression d'agir, d'être toujours intéressant, heureux, et réussi est épuisante. Elle nous oblige à masquer nos vulnérabilités, nos doutes et nos tristesses. Nous créons des avatars parfaits, mais ce faisant, nous nous éloignons de notre véritable moi et, par conséquent, de la possibilité d'une connexion authentique avec les autres. C'est là que la philosophie nous offre un outil pour comprendre notre réalité. Le philosophe français Michel Foucault a décrit un concept appelé le panoptique. À l'origine, c'était la conception d'une prison parfaite, une tour centrale depuis laquelle un seul gardien pouvait observer tous les prisonniers sans qu'ils sachent s'ils étaient observés ou non. L'effet du panoptique est que les prisonniers, se sentant potentiellement surveillés à tout moment, commencent à réguler leur propre comportement. Ils deviennent leurs propres gardiens. Cela vous dit quelque chose? C'est exactement la dynamique des réseaux sociaux. Nous vivons dans un panoptique numérique. Dans cette prison de verre auto-imposée, le regard n'est pas celui d'un seul gardien, mais de tous. Nos amis, nos abonnés et même des inconnus sont l'audience qui nous juge. La possibilité constante d'être vu et évalué nous pousse à l'autocensure et à une performance sociale perpétuelle. Le résultat psychologique est dévastateur. L'anxiété sociale s'envole, non pas dans le contact en face à face, mais dans l'espace numérique. Chaque publication s'accompagne de la question implicite. Sera-t-elle acceptée? Aura-t-elle suffisamment de « j'aime » ? Serais-je jugé? Oh! Ce cycle génère un stress chronique et un sentiment d'insécurité constant. De plus, l'hyperconnexion a reconfiguré notre perception de l'amitié. Nous avons échangé la qualité contre la quantité. Nous privilégions les interactions faibles et massives, comme les j'aime ou les partages, au détriment des liens forts qui exigent du temps, des efforts et de la vulnérabilité pour se construire. Des neuroscientifiques ont observé comment ces interactions superficielles activent les mêmes circuits de récompense dans le cerveau que les drogues ou le jeu. Chaque notification, chaque « j'aime » est une petite dose de dopamine, une substance chimique qui nous fait sentir bien momentanément. Cela nous rend accros à la validation sociale numérique. Le problème, c'est que cette validation est éphémère. Elle ne nourrit pas notre besoin fondamental d'appartenance et de connexion authentique. C'est comme de la malbouffe émotionnelle. Elle satisfait la faim sur le moment, mais à long terme, elle nous laisse vides, dénutris d'affection réelle et avec une envie constante de plus. Un autre phénomène clé est ce que l'on appelle le FOMO, acronyme anglais de Fear of Missing Out, ou la peur de manquer quelque chose. En voyant constamment les vies apparemment parfaites des autres, nous développons ce sentiment angoissant que nos propres vies ne sont pas assez bien. Cette peur nous maintient collés aux écrans, actualisant sans cesse de peur de manquer la dernière nouvelle, le dernier mème ou le dernier événement. Paradoxalement, en craignant de manquer la vie des autres, nous manquons de vivre la nôtre, celle qui se déroule ici et maintenant, hors de l'écran. Les plateformes y sont conçues pour cela. Les algorithmes nous montrent du contenu qui renforce nos croyances et nous maintiennent dans des bulles d'information. Ils nous entourent de miroirs qui ne reflètent que ce que nous pensons déjà, nous isolant de perspectives différentes et, en fin de compte, de la richesse de l'expérience humaine partagée. Dans cet écosystème, la solitude devient invisible. Comment pouvez-vous dire que vous vous sentez seul si vous avez 1000 amis en ligne? La structure même du réseau social nous prive du langage pour exprimer notre isolement. C'est une solitude qui ne se voit pas, une épidémie silencieuse qui grandit à l'ombre de la connectivité. Nous avons perdu les espaces intermédiaires, les moments d'ennui, de réflexion silencieuse, ces moments où l'esprit vagabonde et se retrouve avec lui-même. Désormais, tout instant d'inactivité est instantanément rempli par le téléphone. Nous avons volé à notre cerveau l'occasion de traiter, de ressentir, de simplement être.
ce manque d'introspection nous appauvrit émotionnellement. Si nous ne sommes jamais seuls avec nos pensées, comment pouvons-nous nous connaître nous-mêmes? Et si nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, comment pouvons-nous nous présenter authentiquement devant un autre être humain pour former une connexion réelle? La sociologue Eva Illouz explique comment le capitalisme a transformé nos émotions. À l'ère numérique, nos relations deviennent une forme de capital social. Les amitiés et l'amour se mesurent en métriques quantifiables, en visibilité, en engagement. Elles deviennent quelque chose qu'il faut optimiser et montrer. Cela érode la spontanéité et la sincérité. Si chaque interaction est un investissement pour notre marque personnelle, alors l'autre cesse d'être une fin en soi et devient un moyen d'obtenir validation, statut ou divertissement. Et dans ce calcul, la véritable connexion s'estompe complètement. Or, la technologie en soi n'est pas la méchante. C'est un outil, et comme tout outil, son impact dépend de la façon dont nous l'utilisons. Le problème n'est pas la connexion, mais la nature de cette connexion. Nous avons privilégié l'ampleur à la profondeur, la visibilité à la vulnérabilité. La conversation n'est plus un art, c'est une production. Nous pensons à la photo, au titre, à l'aspect que prendra l'expérience partagée sur Instagram avant même de la vivre. Documenter le moment est devenu plus important que le moment lui-même. Nous sommes les curateurs d'un musée de notre propre vie, mais nous n'y vivons pas. Le silence est devenu inconfortable. Une étude de l'Université de Virginie a révélé que de nombreuses personnes préféreraient s'administrer une légère décharge électrique plutôt que de rester seules avec leurs pensées pendant quelques minutes. C'est dire la profondeur de notre peur de l'introspection, d'affronter le vide que les écrans cachent. Cette évasion constante nous déconnecte de nos propres émotions. En ne leur donnant pas d'espace, nous n'apprenons pas à les gérer. La tristesse, l'anxiété, l'ennui sont des signaux. Ils nous disent quelque chose sur notre vie. En les réduisant au silence par des distractions, nous ignorons les messages de notre propre psyché. Nous avons créé une culture de la positivité toxique en ligne. Il est attendu de tous qu'ils montrent leur meilleur profil, perpétuant le mythe que tous les autres mènent des vies parfaites. Cela aggrave la solitude. Si vous croyez être le seul à lutter, vous vous isolez encore plus honteux, de votre propre humanité. Les rituels de connexion ont changé. Avant, le bavardage ou la conversation futile renforçaient les liens communautaires. Aujourd'hui, cet espace est occupé par le scrolling infini. Assis ensemble dans une même pièce, chacun est dans son propre univers numérique, physiquement présent, mais mentalement à des kilomètres de distance. Cette solitude a des conséquences physiques. Des recherches dans le domaine de la santé publique ont démontré que la solitude chronique peut être aussi néfaste pour la santé que fumer 15 cigarettes par jour. Elle affecte notre système immunitaire, notre sommeil et augmente le risque de maladies cardiaques. Alors, que faisons-nous? Sommes-nous condamnés à cette existence de solitaire visible? La réponse ne réside pas dans le fait de diaboliser la technologie et de l'abandonner complètement. Ce serait aussi inutile que de blâmer le marteau pour un coup sur le doigt. La clé est dans la conscience et l'intention. Le premier pas est de reconnaître l'architecture de ces plateformes, comprendre qu'elles sont conçues pour capturer et maintenir notre attention à tout prix, car notre attention est leur produit. Elles ne sont pas conçues pour notre bien-être, mais pour le bénéfice de leurs annonceurs. En être conscient nous donne du pouvoir. Il s'agit d'utiliser la technologie de manière active et non passive. Au lieu de consommer sans fin le contenu des autres, nous pouvons l'utiliser pour organiser une rencontre réelle. Au lieu d'attendre la validation, nous pouvons offrir un soutien authentique. Nous pouvons transformer ces outils d'isolement en pont vers la connexion. Cela implique aussi de cultiver la solitude. Non pas la solitude de l'isolement, mais celle qui permet d'être seul avec soi-même en paix. Programmer des moments sans écran, se promener dans la nature, lire un livre ou simplement s'asseoir en silence. Revendiquer ces espaces pour l'introspection est un acte révolutionnaire. Cela signifie prioriser la conversation en face à face. La communication humaine est bien plus que des mots. C'est le langage corporel, le ton de la voix, le contact visuel. Ce sont les micro-expressions qui nous disent que nous sommes vus et compris. Aucune quantité d'emojis ne peut remplacer la richesse d'une présence partagée. Pensons à l'amitié comme à un jardin. Vous ne pouvez pas planter 1000 graines et vous attendre à ce qu'elles fleurissent toutes sans soin. Cela demande du temps, de l'attention et de l'énergie. Il est préférable de cultiver quelques plantes fortes et saines que d'avoir un champ rempli de mauvaises herbes. L'amitié profonde a besoin d'être arrosée avec du temps et de la présence. La vulnérabilité est la porte d'entrée de la connexion. Oser montrer notre véritable moi avec nos imperfections et nos peurs est ce qui permet aux autres de se connecter avec nous à un niveau humain. La perfection est admirable, mais elle est froide et distante. L'imperfection, en revanche, est ce qui nous unit. Nous nous sommes habitués à la gratification instantanée, mais les relations significatives se construisent lentement. Il n'y a pas de raccourci. Elles requièrent patience, tolérance et la volonté de surmonter les conflits. C'est un processus lent et parfois difficile,
mais le résultat est un refuge dans un monde incertain. Le paradoxe s'accentue car la visibilité constante ne nous rend pas plus sûrs, mais plus exposés. Vivre sous l'examen public, même d'un public restreint, nous met sur la défensive. Nous construisons des murs pour protéger notre image, mais ces mêmes murs nous empêchent de sortir et de nous connecter. L'anthropologue Robin Dunbar a proposé que les humains ne peuvent maintenir qu'un nombre limité de relations stables, environ 150. Les réseaux sociaux nous donnent l'illusion de pouvoir dépasser cette limite, mais c'est une illusion qui nous coûte cher, diluant notre énergie sociale dans une mer de connexions faibles. Observons comment le concept de communauté a changé. Avant, elle était géographique, un groupe de personnes partageant un espace physique. Aujourd'hui, nos communautés sont des tribus numériques, unies par des intérêts ou des idéologies, mais souvent déconnectées de notre environnement immédiat. Nous sommes ensemble sur le net, mais seuls dans notre quartier. Cette déconnexion locale affaiblit le tissu social. L'entraide, le soutien de voisinage, l'interaction fortuite avec le commerçant sont des interactions qui construisent la confiance et la résilience au sein d'une communauté. Quand elles disparaissent, nous devenons plus dépendants de systèmes impersonnels et plus isolés en temps de crise. La communication est devenue asynchrone. Nous envoyons un message et attendons une réponse. Ce manque d'immédiateté élimine le flux et le rythme d'une conversation réelle. Il permet de trop réfléchir, d'éditer et de présenter une version calculée de nous-mêmes, éliminant la spontanéité qui crée des liens. Notre capacité d'attention a également été affectée. Une étude de Microsoft a suggéré que la capacité d'attention humaine moyenne a diminué ces dernières années, tombant à seulement 8 secondes. Le flux constant d'informations nous a entraînés à sauter d'un stimulus à l'autre, rendant difficile de se concentrer sur une seule personne ou conversation. L'empathie, la capacité de ressentir ce que l'autre ressent, exige de l'attention. Elle exige que nous nous arrêtions et écoutions vraiment. Si notre esprit est constamment fragmenté, notre capacité d'empathie est réduite. Nous devenons plus égocentriques, piégés dans le petit écran de notre propre expérience. L'ennui, qui était autrefois une porte vers la créativité, est désormais un état à éviter à tout prix. Le problème est que la créativité naît souvent du silence, du néant. En remplissant chaque seconde de contenu, nous courons le risque de devenir une société de consommateurs passifs au lieu de créateurs actifs. La mémoire est aussi externalisée. Nous n'avons plus besoin de nous souvenir des anniversaires ou des numéros de téléphone. Nous faisons confiance au cloud pour stocker nos souvenirs sous forme de photos et de vidéos. Cela peut sembler pratique, mais cela affaiblit notre connexion personnelle et narrative avec notre propre passé. Nous vivons une vie médiatisée. Au lieu de vivre un concert à travers nos sens, nous le faisons à travers l'écran de notre téléphone pendant que nous filmons. L'enregistrement devient la preuve que nous étions là, mais nous vole l'expérience d'y être réellement. Cette culture de la documentation constante nous éloigne du présent. Le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi a décrit le flux comme un état d'immersion totale dans une activité. L'hyperconnexion est l'antithèse du flux. C'est un état d'interruption constante qui nous empêche de nous immerger complètement dans quoi que ce soit. L'ironie finale est que nous cherchons en ligne ce que nous avons perdu dans le monde réel. Nous cherchons communauté, validation et appartenance dans des algorithmes froids parce que nous avons négligé les sources humaines de ces besoins. C'est un cercle vicieux qui se nourrit de lui-même. Nous avons commencé à confondre l'information avec la connaissance. Nous avons accès à une quantité infinie de données, mais la sagesse vient de l'expérience, de la réflexion et de la connexion. L'océan d'informations d'Internet peut noyer la petite île de notre compréhension personnelle. L'autocomparaison est un voleur de joie et les réseaux sociaux sont son terrain de jeu. Nous comparons nos moments les plus bas avec les moments les plus marquants et soigneusement édités des autres. C'est une comparaison injuste et une recette garantie pour le malheur et le sentiment d'insuffisance. L'intimité exige de la vie privée. Elle requiert des espaces sûrs où nous pouvons être nous-mêmes sans crainte du jugement. En vivant publiquement, nous érodons ces espaces. La frontière entre le public et le privé est devenue si floue que nous courons le risque de perdre les deux. Même notre façon de nous reposer a changé. Le vrai repos est une déconnexion, mais souvent nous nous reposons en passant d'un écran à l'autre. Nous passons de l'ordinateur du travail à la télévision et de là au téléphone. Notre cerveau ne s'éteint jamais réellement. Il reste dans un état d'alerte de bas niveau. La culture du hustle ou de l'agitation constante, glorifiée en ligne, nous fait nous sentir coupables de nous reposer. Elle nous vend l'idée que chaque moment doit être productif ou monétisable. Cette mentalité nous transforme en machine d'efficacité, mais nous vole l'humanité qui réside dans le loisir et le jeu. Les relations parasociales, c'est-à-dire les relations unilatérales avec des célébrités ou des influenceurs, remplissent également le vide. Nous avons l'impression de connaître ces personnes, mais elles ne savent pas que nous existons. C'est une forme sûre de connexion sans le risque du rejet, mais elle est fondamentalement creuse. Le langage que nous utilisons s'appauvrit.
La communication par texte et même, bien qu'efficace, manque des nuances et de la profondeur émotionnelle du langage parlé. Le sarcasme, l'ironie, la tendresse se perdent souvent ou sont mal interprétés, entraînant des conflits inutiles et une moindre compréhension mutuelle. Nous avons développé une sorte d'anxiété de réponse. La double coche bleue qui indique qu'un message a été lu nous pousse à répondre immédiatement, même si nous ne sommes pas prêts à ou n'avons pas l'énergie. La communication devient une obligation au lieu d'un plaisir. La colère et l'indignation sont les émotions qui se viralisent le plus en ligne. Les algorithmes le savent et nous les servent constamment. Cela crée un climat d'hostilité et de polarisation, rendant le monde plus terrifiant et divisé qu'il ne l'est réellement, et nous pousse à nous retirer encore plus. L'authenticité est devenue une marque. Être authentique en ligne signifie souvent mettre en scène une version curatée de la vulnérabilité. C'est une performance de l'authenticité, pas l'authenticité elle-même. C'est une couche supplémentaire dans la construction de notre avatar numérique. Nous sommes en train d'oublier comment être présent avec les autres. Dans une conversation, la tentation de regarder le téléphone est constante. Cet acte, appelé phobbing, mélange des mots téléphone et ignorer, envoie un message clair à l'autre personne. Elle n'est pas la priorité. Même nos rébellions sont absorbées et commercialisées par le réseau. L'activisme de canapé, ou slacktivisme, nous donne l'impression de participer à des causes importantes d'un simple clic, mais nous dispense souvent de l'action réelle et de l'engagement que le véritable changement exige. Nous avons perdu la sérendipité et la découverte heureuse par accident. Les algorithmes nous recommandent de la musique, des livres et des nouvelles basées sur ce que nous aimons déjà. Cela nous enferme dans une bulle de familiarité, nous privant de la joie de tomber sur quelque chose de nouveau qui pourrait changer notre perspective. L'identité devient fluide mais aussi fragile. Nous pouvons être qui nous voulons en ligne, mais cette liberté peut mener à une crise d'identité. Si notre identité numérique ne correspond pas à notre réalité, qui sommes-nous réellement? Cette dissonance peut générer une profonde anxiété. La pression d'avoir une opinion surtout est écrasante. Le cycle de nouvelles de 24 heures et le débat constant sur les réseaux sociaux nous exigent de nous positionner sur des sujets complexes immédiatement. Cela favorise le jugement rapide et la pensée superficielle au lieu de la réflexion et de la nuance. Notre relation avec l'espace physique a changé. Nous n'explorons plus une ville avec une carte, mais en suivant un point bleu sur un écran. Cela nous empêche de développer un sens de l'orientation et une connexion réelle avec le lieu que nous habitons. Nous devenons des touristes dans notre propre vie. La culture de l'annulation, bien que parfois nécessaire pour la reddition de comptes, contribue également au panoptique. La peur de dire quelque chose d'incorrect et d'être condamné publiquement pour toujours favorise le silence et la conformité. Elle limite la possibilité d'un dialogue ouvert et de l'apprentissage par l'erreur. Le corps devient un objet à optimiser et à exposer. Les tendances fitness et beauté en ligne nous poussent à atteindre des standards souvent irréels. Notre corps cesse d'être notre foyer pour devenir un autre projet d'amélioration continue pour l'approbation publique. L'exposition constante à la vie des autres nous vole la capacité de désirer. Le désir naît du manque. Si nous voyons toujours ce que nous n'avons pas, nous vivons dans un état d'insatisfaction perpétuelle, incapables d'apprécier ce que nous possédons, aussi simple que cela puisse être. La gratitude devient plus difficile. Notre cerveau est programmé pour se concentrer sur la menace et la négativité, un mécanisme de survie. Les réseaux sociaux exploitent cela, et un flux constant de nouvelles négatives et de comparaisons sociales étouffe notre capacité à ressentir de la gratitude pour le présent. La patience est devenue une vertu rare. Nous sommes habitués à la vitesse numérique, à obtenir ce que nous voulons en un clic. Cette impatience se transpose dans le monde réel. Nous nous frustrons avec les processus lents, avec les gens, avec la croissance personnelle qui n'est jamais instantanée. Nous avons oublié le pouvoir du contact physique. Un câlin, une tape dans le dos, une poignée de main. La science a démontré que le contact physique réduit le stress et libère l'ocytocine, l'hormone du lien. C'est un langage que nous avons cessé de parler. La nostalgie s'est industrialisée. Les algorithmes nous rappellent constamment notre passé à travers des souvenirs automatiques. Cela peut être agréable, mais cela peut aussi nous ancrer dans une version idéalisée du passé, nous empêchant d'avancer et de construire un avenir. Et nous arrivons ici au point le plus crucial, au tournant de cette histoire. Dans ce panoptique numérique, dans cette prison de verre que nous avons décrite, nous avons parlé des gardiens et des prisonniers. Mais nous avons omis la vérité la plus profonde et la plus perturbante de toutes. Une vérité qui change tout. La vérité est qu'il n'y a pas de distinction claire. Il n'y a pas de « eux » qui nous surveillent. Dans le panoptique numérique, le prisonnier et le gardien sont la même personne. C'est nous. Chaque fois que nous jugeons la photo de quelqu'un, nous devenons des gardiens. Chaque fois que nous ressentons de l'envie, nous renforçons les barreaux. Chaque fois que nous publions une version parfaite de notre vie, nous ajoutons une brique au mur de la prison des autres
élevant le standard de la performance. Et chaque fois que nous nous comparons et nous sentons insuffisants, nous agissons comme notre propre prisonnier, acceptant la punition. Nous sommes les architectes, les bâtisseurs, les gardiens et les détenus de notre propre solitude connectée. Nous avons créé et perpétuons activement le même système qui nous fait nous sentir isolés. Nous ne sommes pas des victimes passives de la technologie, nous sommes des participants actifs dans cette dynamique. Cette compréhension est à la fois terrifiante et libératrice. Terrifiante parce qu'elle nous enlève le confort de blâmer un ennemi externe, les mégacorporations technologiques maléfiques ou la société. Elle nous oblige à assumer notre responsabilité dans le problème. Mais c'est immensément libérateur, car si nous sommes le problème, nous sommes aussi la solution. Si nous avons le pouvoir de construire la prison, nous avons aussi le pouvoir de la démanteler. La clé de la cellule n'est pas dans un endroit lointain, elle a toujours été dans notre poche. La solution n'est pas une révolution externe, mais interne. Elle commence par la décision consciente d'interagir différemment. Elle commence par un acte de bravoure, celui de publier quelque chose de réel au lieu de quelque chose de parfait. Celui d'appeler un ami au lieu de lui envoyer un message. Elle commence par le petit geste de laisser le téléphone dans la poche quand vous êtes avec quelqu'un, de regarder dans les yeux la personne qui vous parle, d'écouter sans penser à ce que vous allez répondre, d'offrir un compliment sincère au lieu d'un j'aime vide. Nous pouvons décider collectivement de changer les règles du jeu, encourager des cultures en ligne basées sur le soutien et l'empathie, non sur le jugement. Nous pouvons choisir la connexion plutôt que la compétition, la collaboration plutôt que la comparaison. Nous pouvons utiliser ces réseaux pour nous rappeler notre humanité partagée, non pour l'oublier. La question alors n'est pas si la technologie nous isole, la question c'est de savoir si nous lui permettrons de le faire. Le choix, comme toujours, est le nôtre. Nous pouvons continuer à être des solitaires constamment visibles, ou nous pouvons commencer à être des humains authentiquement connectés. La visibilité n'a pas à être un fardeau, elle peut être une opportunité pour que notre lumière, notre vérité soit vue. Mais pour cela, nous devons d'abord être prêts à la voir nous-mêmes, dans le calme, loin du bruit de la foule numérique. La prochaine fois que vous ressentirez cette solitude au milieu de la connexion, ne l'ignorez pas. Ne l'étouffez pas avec plus de scrolling. Reconnaissez-la comme un signal. C'est votre psyché qui vous dit que vous aspirez à quelque chose de plus réel, de plus profond. C'est un appel à l'action. Il ne s'agit pas d'effacer vos profils, mais de les utiliser avec intention. Demandez-vous, ce que je vais partager me rapproche-t-il des autres d'une manière significative? Ce que je consomme me nourrit-il ou me vide-t-il? Poser ces questions peut changer radicalement votre expérience. Rappelons-nous que derrière chaque profil, chaque avatar, il y a un être humain comme vous, avec ses propres insécurités, peurs et désirs de connexion. L'empathie est l'antidote contre le poison du jugement et de la comparaison. C'est le fil d'or qui peut retisser notre tissu social. La bataille pour la connexion authentique à l'ère numérique est l'une des luttes déterminantes de notre temps. C'est une lutte silencieuse qui se déroule dans l'intimité de nos esprits et dans la paume de nos mains chaque fois que nous déverrouillons le téléphone. Au final, le paradoxe du solitaire connecté n'est pas une sentence, c'est un diagnostic. Et comme tout diagnostic, c'est le premier pas vers la guérison. Il nous montre la blessure et ce faisant, nous donne l'occasion de commencer à guérir. La solution est aussi ancienne que l'humanité elle-même. C'est revenir aux fondamentaux, à la conversation, à l'écoute, au temps partagé, à la vulnérabilité. La technologie peut être le véhicule, mais nous, avec notre intention et notre humanité, devons toujours être les conducteurs. Alors la prochaine fois que vous prendrez votre téléphone, rappelez-vous le pouvoir que vous avez. Le pouvoir de construire une prison ou d'ouvrir une porte. Le pouvoir de perpétuer le paradoxe ou de le briser. Le choix, esprit curieux, est le vôtre. Et dans ce choix réside notre espoir. Merci de nous avoir accompagnés dans cette réflexion profonde. Explorer ces idées ensemble est le premier pas pour construire un avenir numérique plus humain. Je vous remercie sincèrement de votre temps et de votre attention. Si ce voyage vous a fait réfléchir, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines explorations. Et maintenant, je vous demande, comment ce paradoxe vous affecte-t-il? Partagez votre expérience dans les commentaires. Lisons et apprenons ensemble.